Octobre 1985 commença sous un ciel froid sur les pentes du Puy de Dôme, au cœur de la chaîne des puits. Depuis des jours, le ciel était lourd, une masse grise oppressant le paysage comme si un cataclysme était imminent. Aucune éruption n'y avait été recensée depuis des millénaires. Officiellement, les volcans étaient endormis. Mais pour certains, endormis ne signifiait pas mort. Le professeur Alain Moreau marchait en tête de la petite équipe, ses bottes s'enfonçant dans la terre sombre et humide. À 48 ans, il était une figure discrète de la géologie française. Réservé, méthodique, il était connu pour sa méfiance envers les conclusions hâtives. Ses rapports étaient rarement populaires, mais ils étaient presque toujours justes. Derrière lui se trouvait Camille Renaud, jeune doctorante spécialisée dans l'activité magmatique résiduelle, et Étienne Valois, technicien expérimenté en capteurs sismiques. Le trio participait à une mission financée en partie par le gouvernement régional et un consortium privé intéressé par les études géothermiques. Officiellement, il s'agissait d'une analyse de routine, mesurer les variations thermiques, les micro-tremblements et les flux de gaz. Officieusement, Moreau menait des recherches plus approfondies. Ces derniers mois, d'anciens capteurs installés dans la région avaient enregistré de légères anomalies. Rien d'alarmant, mais inhabituel. Des variations microthermiques souterraines, de petits déplacements souterrains, des oscillations qui ne correspondaient pas au schéma naturel connu. Moreau ne croyait pas aux coïncidences géologiques. La tension entre lui et le principal commanditaire de l'étude, la compagnie énergétique Monclar Énergie, était manifeste. Le PDG, Laurent Besset, insistait pour obtenir des résultats validant la viabilité du forage géothermique profond. Moreau, quant à lui, soutenait que les données préliminaires révélaient une instabilité structurale dans des poches souterraines non encore cartographiées. Ce matin-là, le vent balayait les pentes, tandis que Camille ajustait un nouveau jeu de capteurs dans une crevasse qu'elle venait de découvrir. La roche y présentait une coloration inhabituelle, plus vive, presque trop récente pour des formations millénaires. « Il fait trop chaud pour cette profondeur », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil au viseur portatif. Étienne vérifiait les câbles lorsque la première secousse s'est produite. Ce n'était pas fort, c'était subtil. Un bref tremblement, comme si la montagne avait respiré. Ils se regardèrent. Moreau ne sourit pas. Il se contenta de prendre des notes. Quelques heures plus tard, alors que la lumière déclinait déjà, un second événement se produisit. Cette fois, il fut accompagné d'un bruit étouffé venant du sous-sol. Un son creux, lointain, inquiétant. C'est Moreau qui décida de rester sur place jusqu'à l'aube. Il voulait recueillir davantage de données et obtenir des preuves avant que Monclar ne puisse le discréditer. La radio de base a capté la dernière transmission à 22h17. Anomalie thermique croissante. Pression interne plus élevée que prévu. Sol instable. Nous avons besoin de... Le message s'est terminé par des parasites. Le lendemain matin, des hélicoptères ont survolé la zone. Le camp avait disparu. Il n'y avait pas d'étal, il n'y avait pas d'équipement, il n'y avait aucune empreinte de pas. Le sol était lisse, durci, sombre, comme s'il avait été scellé. Les recherches ont duré des semaines. Pelles mécaniques, drones thermiques, équipes militaires. Rien. Aucun corps, aucune trace de restes humains. L'incident a été officiellement qualifié d'accident géologique imprévisible, probablement un effondrement souterrain suivi d'une solidification rapide du sol. La société Monclar a discrètement suspendu ses investissements dans la région. Laurent Besset, de Claroux à Imprensa, la nature est imprévisible. Nous le regrettons profondément. L'intérêt des médias s'est estompé au bout de quelques mois. 3 scientifiques ont disparu. Aucune preuve, aucun dépouille. Aucune explication définitive. Les familles n'ont reçu aucun corps à enterrer. Le temps a fait ce qu'il fait toujours. Il a recouvert le mystère de couches d'oubli. Jusqu'en 1987. 12 ans plus tard, une nouvelle équipe entreprit des études dans la même région après que des images satellites eurent révélé de subtils changements topographiques sur les pentes du Puy de Dôme. Une petite dépression circulaire était apparue à l'endroit même où, selon d'anciens documents,
se situait le dernier point connu de l'équipe de Moreau. Lors du forage exploratoire, le trépan a rencontré une résistance inhabituelle à une profondeur d'environ 9 mètres. Ce n'était pas une pierre ordinaire. Il s'agissait de lave solidifiée, plus récente que ne le laissaient présager tous les documents. Et sous cette couche, parfaitement conservée dans une cavité scellée par le refroidissement rapide du magma, se trouvaient 3 corps, intacts, comme si le temps s'était arrêté à l'instant précis de la mort. Leurs vêtements étaient encore intacts. Leur équipement était fixé à leur ceinture. Leur visage, bien que pâle, ne présentait aucun signe de décomposition typique. Le plus troublant n'était pas l'état des corps. Telle était leur position. Ils n'essayaient pas de s'échapper. Ils étaient à genoux, alignés, orientés dans la même direction, comme s'ils observaient quelque chose qui n'a jamais été trouvé. Le rapport initial a fuité dans la presse locale quelques heures plus tard. Des photos ont commencé à circuler. Les experts étaient partagés. Conservation thermique extrême, chambre isolée, phénomène géologique rare. Mais une question résonnait plus fort. Si la lave les a recouverts, pourquoi n'y a-t-il aucune trace d'une éruption? Et pourquoi les capteurs de 1985 ont-ils complètement disparu des archives officielles? Dans les jours qui suivirent, d'anciens documents commencèrent à refaire surface. Des comptes rendus de réunions entre Monclar Énergie et des organismes gouvernementaux, des notes confidentielles et des avertissements restés lettres mortes. Le nom d'Alain Moreau fait de nouveau la une des journaux, pas en tant que victime, mais en tant que personne qui savait peut-être exactement ce qui allait se passer. Et il a peut-être essayé de l'empêcher. Mais empêcher quoi? Le silence qui suivit fut plus lourd que la disparition initiale, car maintenant, il y avait des corps, et ils n'étaient pas là où ils auraient dû être. Ils se tenaient sous de la lave qui, officiellement, n'a jamais existé. L'Auvergne a toujours vécu sous une dualité silencieuse. Des paysages bucoliques en surface, un passé volcanique endormi sous ses pieds. De petits villages disséminés parmi les collines verdoyantes et les anciens cratères transformés en itinéraires touristiques. Le tourisme vendait la tranquillité. La géologie, elle, racontait une autre histoire. En 1985, l'économie locale dépendait de plus en plus des promesses énergétiques. La crise pétrolière résonnait encore dans les mémoires européennes et les projets géothermiques étaient perçus comme un symbole d'indépendance énergétique. Monclar Énergie avait approché la région en proposant investissements, emplois et innovation. Les maires soutenaient le projet. Les propriétaires fonciers signaient des contrats discrets. Alain Moreau n'a jamais été opposé à l'énergie géothermique. Il était contre la précipitation. Avant l'expédition finale, il avait passé des semaines à analyser d'anciennes cartes thermiques au laboratoire de l'université de Clermont-Ferrand. Il y observait des motifs, comme on déchiffre un texte chiffré, de petites asymétries, des poches souterraines non répertoriées, des coulées résiduelles qui ne correspondaient pas à un système volcanique complètement éteint. Camille Renaud représentait l'antithèse générationnelle de Moreau. Ambitieuse et brillante, elle était convaincue que les nouvelles technologies pouvaient maîtriser les risques traditionnels. Elle avait grandi en entendant dire que la France devait être à la pointe de l'innovation énergétique. Pour elle, ce projet dépassait le cadre de la recherche. C'était l'occasion de prouver que sa génération pouvait surmonter la peur historique des catastrophes naturelles. Étienne Valois avait une autre motivation. Ancien soldat, habitué aux milieux hostiles, il voyait dans le travail au champ une source de stabilité. Sa fille était née prématurément l'année précédente. Il avait besoin du contrat avec Monclar. Il avait besoin que ce projet réussisse. Mais des rapports internes ont révélé quelque chose d'inquiétant. Quelques semaines avant sa disparition, Moreau avait adressé une note technique à la direction de l'entreprise, mettant en garde contre les risques liés au forage profond à proximité d'une anomalie thermique croissante. Il suggérait d'élargir le rayon de sécurité. La réponse officielle fut superficielle. La réponse officieuse eut lieu lors d'une réunion à huis clos. Laurent Besset reçut Moreau dans une pièce vitrée donnant sur la ville.
Le dirigeant évoqua les échéances, les investisseurs et la confiance du public. Moreau, quant à lui, parla de pression souterraine et d'instabilité magmatique résiduelle. Il n'y a pas eu de cri. Un silence calculé s'installa. Quelques jours plus tard, des capteurs supplémentaires ont été envoyés à l'équipe sur le terrain, non pas pour étendre le périmètre de sécurité, mais pour être positionnés précisément au-dessus de la zone présentant l'anomalie la plus importante. Camille s'en est rendu compte. Elle a confronté Moreau discrètement dans le logement temporaire installé à flanc de colline. Si nous avons raison, nous sommes assis sur quelque chose d'instable. C'est précisément pour cela que nous devons mesurer avec précision, répondit-il sans élever la voix. Il savait que sans données concluantes, toute mise en garde serait étouffée. Il lui fallait une preuve irréfutable. La nuit de la disparition fut précédée d'un phénomène peu documenté. Le dégagement de gaz chaud par des fissures à la surface du sol. De petites colonnes invisibles déformaient l'air froid. Les animaux des fermes voisines s'agitèrent. Un berger rapporta que ses moutons avaient refusé de traverser une certaine portion de champ cet après-midi-là. Ces récits n'ont jamais été versés aux archives officielles. En 1997, lors de la découverte des corps, un nouveau personnage fit son apparition, Sophie Delatour, journaliste d'investigation lyonnaise. Elle avait grandi en entendant parler de l'affaire des géologues, presque devenue une légende locale. Dès qu'elle apprit la découverte des corps, elle se rendit immédiatement en Auvergne. Sophie ne cherchait pas seulement une explication scientifique. Elle cherchait les lacunes. Elle a interrogé des habitants de longue date. Elle a découvert que, des semaines après la disparition, des poids lourds circulaient dans le secteur tôt le matin, alors même que les recherches étaient officiellement terminées. Certains habitants se souvenaient d'une forte odeur de soufre dans l'air plusieurs jours après l'incident, un détail jamais mentionné dans les déclarations publiques. Dans les archives municipales, Sophie a trouvé les procès-verbaux des réunions d'urgence entre les représentants de Montclar et les autorités locales, qui se sont tenues le lendemain matin de la disparition. Une partie du contenu était caviardée. Parallèlement, l'équipe scientifique chargée de l'exhumation des corps se trouvait confrontée à une autre énigme. La couche de lave solidifiée qui les recouvrait présentait une composition chimique légèrement différente de celle des formations historiques de la chaîne des puits. Elle était plus riche en certains minéraux associés à une activité magmatique récente, mais aucune activité sismique significative n'a été enregistrée cette nuit-là en 1985. Du moins, pas dans les archives publiques. Sophie a pu s'entretenir avec un technicien retraité de l'ancien observatoire régional. Ce dernier a mentionné, sous couvert d'anonymat, que les capteurs avaient enregistré un pic anormal ce matin-là, suivi d'une panne complète du système pendant plusieurs heures. Lorsque le système a été remis en ligne, les données pour cette période étaient manquantes. Une coïncidence technique, ont-ils déclaré des années plus tard. Mais le plus troublant restait à venir. Lors de l'autopsie préliminaire pratiquée en 1997, les médecins ont noté que les poumons des 3 personnes contenaient des traces microscopiques de cendres volcaniques extrêmement fines, des particules qui ne se forment que lors d'événements explosifs rapides. Cependant, aucun nouveau cratère n'était visible à la surface. C'était comme si l'explosion s'était produite à l'intérieur. L'hypothèse a commencé à se dessiner chez certains experts, une éruption souterraine confinée, une libération brutale de magma remontant par une cavité et se solidifiant rapidement au contact de couches plus froides, scellant ainsi le tout. Mais cela a soulevé une autre question. Si un tel événement s'était produit, quelqu'un aurait dû détecter des signes avant-coureurs significatifs. Alain Moreau l'aurait peut-être remarqué. C'est peut-être ce qu'il essayait d'enregistrer lors de cette dernière transmission interrompue. Sophie publia le premier article, remettant officiellement en question la thèse de l'accident imprévisible. L'article suscita un vif intérêt national. Des émissions de télévision relancèrent le débat. Les experts étaient partagés.
Montclar Énergie a publié un communiqué affirmant sa pleine coopération et réaffirmant que toutes les procédures avaient respecté les normes de sécurité en vigueur à l'époque. Mais une phrase extraite de la note interne divulguée a retenu l'attention. Forages expérimentaux autorisés dans le secteur thermique prioritaire, conformément au calendrier prévu. Tôt. Si le forage a eu lieu avant que les analyses complètes ne soient terminées, quelqu'un a pris une décision risquée, et peut-être que 3 personnes ont payé pour cela. Au fil des recherches, une question a commencé à nous préoccuper de plus en plus. Les corps étaient alignés et agenouillés par hasard, ou bien étaient-ils positionnés ainsi avant que la lave ne les atteigne? Car si c'est le cas, cela signifie qu'il y avait du temps. Assez de temps pour s'en rendre compte, assez de temps pour réagir, assez de temps pour comprendre que quelque chose d'irréversible se passait sous ses pieds. Et peut-être assez de temps pour savoir que personne ne viendrait les sauver. En 1997, la France a refait surface dans l'affaire des géologues de manière brutale. Les images des corps embaumés ont d'abord circulé dans la presse régionale, puis à la télévision nationale. En quelques jours, le nom de l'ancienne Montclar Energies s'est retrouvé à la une, associé non plus à l'innovation, mais à une tentative de dissimulation. Sophie Delatour constata que le récit officiel commençait à se fragmenter. Les scientifiques invités à s'exprimer publiquement sur le sujet exprimèrent des avis divergents. Certains défendaient l'hypothèse d'une éruption confinée. D'autres insistaient sur le fait que, même dans le cas d'un événement souterrain rare, des signes avant-coureurs significatifs auraient été détectés. Elle a décidé de reconstituer les 48 dernières heures précédant la disparition. Dans les archives universitaires, il a trouvé des copies personnelles des notes de Camille Renaud, classées par sa famille après sa disparition. Il s'agissait de carnets de terrain, contenant des mesures détaillées et des observations techniques. Rien de dramatique, rien d'alarmant, mais sur les dernières pages, l'écriture avait changé. Elle était devenue plus hâtive. Gradient thermique anormal, pression croissante, vibration cyclique du sol. Autre remarque, s'ils fortent ici, ils vont tout accélérer. Cette phrase ne figurait dans aucun rapport officiel. Sophie a comparé les dates des notes avec le calendrier interne de l'entreprise. Elle a découvert qu'une opération de forage expérimentale avait été autorisée 2 jours avant la disparition, précisément dans la zone où l'anomalie était la plus marquée. Le forage a été classé comme un test superficiel. Mais les registres d'équipement indiquaient une profondeur plus importante que celle qui avait été rendue publique. Entre-temps, l'équipe médico-légale a publié de nouvelles données en 1997. Les 3 géologues ne sont pas morts sur le coup. Aucun signe de traumatisme direct n'a été constaté. La cause probable était l'asphyxie par des gaz surchauffés et des particules fines, suivie d'une exposition à une chaleur extrême. Cela signifiait que l'événement n'était pas une explosion destructrice qui les aurait projetés au loin. Ce fut un processus graduel, un effondrement interne, une remontée rapide de magma à travers une fissure ouverte, possiblement élargie par l'intervention humaine. Sophie rendit de nouveau visite à l'ancien technicien de l'observatoire sismique. Cette fois, elle apporta une copie des notes de Camille. L'homme resta silencieux pendant plusieurs minutes. « Le pic que nous avons observé ce matin-là n'était pas naturel », a-t-il finalement déclaré. « Il était trop rythmé, comme une vibration mécanique. Forage. » Si la société avait effectué des forages profonds dans une zone sujette à la pression, elle aurait pu créer une voie d'échappement abrupte pour le magma, une soupape forcée. Si tel était le cas, l'éruption n'aurait pas été entièrement naturelle. Les tensions s'exacerbèrent lorsque Sophie reçut une enveloppe anonyme à son hôtel. Elle contenait une copie d'un rapport préliminaire de 1985, signé par Alain Moreau, qui n'avait jamais été publié officiellement. Le document décrivait le risque de décompression soudaine induite par le forage dans un système thermiquement instable. Il a recommandé de suspendre immédiatement toute intervention mécanique jusqu'à ce qu'une cartographie complète de la chambre souterraine soit achevée. Au bas du document, un tampon.
Reçu, Monclar Énergie. Date, 3 jours avant la disparition. Ça a tout changé. Sophie a publié un deuxième article, cette fois plus direct. Un forage prématuré pourrait avoir déclenché un accident souterrain fatal. La réaction fut explosive. D'anciens employés ont commencé à témoigner anonymement. L'un d'eux a déclaré que, la nuit de la disparition, une équipe technique de l'entreprise se trouvait encore sur la colline, manœuvrant de l'engin lourd. Officiellement, les géologues étaient seuls. Une autre source a révélé qu'à la suite de l'incident, des ordres internes ont imposé la récupération immédiate de tous les capteurs et des enregistrements physiques avant l'arrivée des autorités. Si cela était vrai, les données officielles sur l'activité sismique de cette nuit-là auraient pu être manipulées ou tout simplement supprimées. Le parquet régional a ouvert une enquête préliminaire. Monclar réagit vivement, portant plainte pour diffamation. Il engagea des experts pour défendre l'hypothèse d'un phénomène naturel imprévisible. Ces derniers affirmèrent que, même en cas de forage, aucun consensus scientifique n'établissait qu'une telle action puisse déclencher une éruption localisée d'une telle ampleur. Mais un détail technique a commencé à jouer en défaveur de l'entreprise. La composition chimique de la lave découverte en 1997 contenait des traces de métal industriel microscopique compatibles avec l'usure des forêts. Cela indique que le magma est entré en contact avec des équipements métalliques avant de se solidifier. Le conflit n'était plus seulement scientifique, c'était une affaire juridique, c'était moral. Les familles des victimes ont exigé la réouverture officielle de l'enquête pour homicide involontaire. Les avocats ont entamé la préparation de poursuites civiles pouvant aller jusqu'à plusieurs millions de dollars. Entre-temps, une autre révélation a émergé, la position des corps. Un expert en dynamique thermique a analysé la cavité où elles ont été découvertes. Il a conclu que la lave ne les avait pas déplacées jusqu'à cet endroit, mais les avait enveloppées alors qu'elles étaient déjà alignées. Cela signifiait que, dans les dernières minutes, ils étaient tous les trois ensemble, pas en fuite, mais positionnés, face au même point sur la paroi creuse. Sophie a demandé des images détaillées du site de fouille. Elle a zoomé sur chaque centimètre. Là, sur la paroi solidifiée, se trouvait une formation irrégulière, comme si une fissure avait commencé à s'ouvrir, mais avait été rapidement refermée. Peut-être attendait-il le point de rupture, peut-être essayait-il de le mesurer, ou peut-être essayait-il de faire fermer quelque chose. Un nouveau conflit a surgi lorsque des documents ont révélé que le forage expérimental avait été programmé pour tester précisément cette fissure thermique spécifique. Si les géologues s'étaient rendus compte que l'intervention avait déclenché une réaction en chaîne, ils auraient pu essayer de limiter les dégâts, ajuster les vannes, arrêter les équipements, mesurer la pression ultime. Mais il n'y avait aucun compte-rendu officiel d'une tentative d'évacuation. Cela laissait entrevoir une autre possibilité inquiétante. Peut-être ont-ils reçu l'ordre de rester. L'enquête a suscité un vif intérêt national. Des débats télévisés ont soulevé la question de l'étendue du rôle des entreprises privées dans la gestion de systèmes géologiques complexes. Le gouvernement a subi des pressions pour déclassifier tous les documents datant de 1985. Et puis, l'élément le plus troublant a fait son apparition. Un ingénieur retraité de Monclar a révélé que, cette nuit-là, il y a eu des communications radio entre l'équipe sur le terrain et le siège de l'entreprise après la première secousse significative. D'après lui, la réponse du siège était claire. Continuez la collecte. Nous avons besoin des données. Si cela se confirme, cela indiquerait que l'entreprise a privilégié les mesures à la sécurité immédiate. Le conflit était irréversiblement établi. D'un côté, le récit d'une tragédie naturelle inévitable. D'un autre côté, il est possible que des décisions hâtives de l'entreprise aient déclenché une réaction clandestine meurtrière et que 3 scientifiques soient restés sur place jusqu'à la fin pour tenter de documenter une catastrophe qui n'aurait jamais dû se produire. Mais il y avait encore quelque chose qui clochait. Si le forage a déclenché l'événement, pourquoi l'éruption a-t-elle été si localisée
Et pourquoi la cavité où les corps ont été retrouvés semblait-elle presque parfaitement étanche, comme si le système avait été contenu avec une précision inattendue? Il y avait de la science dans cette tragédie, mais il y avait peut-être aussi quelque chose que personne ne prenait en compte, quelque chose qu'Alain Moreau a peut-être compris dans les dernières secondes. Et cela, il n'a jamais réussi à le transmettre. Alors que l'enquête officielle progressait lentement, d'autres pistes d'enquête parallèles ont commencé à s'entremêler avec l'affaire, augmentant sa complexité. La première piste a émergé au sein même de l'université où enseignait Alain Moreau. D'anciens collègues ont commencé à examiner les publications techniques du professeur. Un groupe de jeunes chercheurs a découvert un article peu cité, publié 2 ans avant sa disparition, dans lequel Moreau explorait l'hypothèse d'une réactivation localisée induite par une intervention mécanique dans des systèmes volcaniques considérés comme éteints. À l'époque, l'article avait suscité le scepticisme. Beaucoup le considéraient comme une simple spéculation théorique. Aujourd'hui, il semblait presque prophétique. Sous la pression médiatique, l'université a créé un comité indépendant chargé d'analyser l'héritage scientifique de Moreau. Les débats internes ont divisé les départements. Certains estimaient qu'il était un visionnaire méconnu, tandis que d'autres craignaient que l'association avec cette affaire ne compromette les financements futurs. Entre-temps, Sophie Delatour a commencé à faire face à une résistance directe. Son téléphone a commencé à subir de fréquentes interférences. Des sources anonymes ont annulé des entretiens à la dernière minute. Un avocat de l'ancienne société Monclar, désormais intégré à un important conglomérat énergétique, a envoyé une mise en demeure exigeant une rétractation partielle de ses articles. Elle l'a ignoré. Un autre aspect de la question a émergé du côté des familles des victimes. La sœur de Camille Renaud, Claire, a organisé un groupe de soutien qui s'est rapidement transformé en un mouvement public pour la transparence scientifique. Des veillées ont alors commencé à être organisées chaque année sur le versant de l'ancien site de l'expédition. Le paysage, autrefois silencieux de l'Auvergne, est devenu le théâtre de débats nationaux sur l'éthique des entreprises et la responsabilité environnementale. Parallèlement, des experts indépendants ont commencé à étudier un phénomène jusqu'alors peu abordé, la conservation inhabituelle des corps. Normalement, une chaleur extrême détruirait rapidement les tissus, mais dans ce cas précis, les analyses suggèrent que le magma est remonté à des températures extrêmement élevées, puis s'est refroidi presque instantanément au contact de couches souterraines froides et d'une poche de gaz. Cela a créé une chambre étanche, un micro-environnement scellé, un phénomène extrêmement rare, mais une découverte a engendré de nouvelles tensions. Parmi les objets retrouvés à la ceinture d'Étienne Valois figurait un enregistreur portable partiellement endommagé par la chaleur, mais non complètement détruit. Les techniciens ont pu récupérer des fragments audio. Le fichier ne contenait que 27 secondes utilisables. D'abord, des bruits mécaniques intenses, une vibration rythmique. Puis, la voix de Camille, la pression augmente plus vite que... ingérence. Ensuite, Alain Moreau, éteignez-le immédiatement, ce n'est pas un bruit sourd. Puis, le silence. L'enregistrement a clairement montré que des équipements mécaniques étaient en fonctionnement quelques instants avant l'événement final. Cela a alimenté une autre intrigue secondaire, le rôle de l'équipe technique de l'entreprise présente sur les lieux cette nuit-là. Officiellement, aucun opérateur autre que les 3 géologues n'était recensé. Cependant, les registres de carburant et d'entretien indiquaient l'utilisation d'engins lourds dans les heures précédant la disparition. Un ancien chauffeur, bénéficiant d'une protection juridique, a déclaré qu'on lui avait ordonné de retirer du matériel du flanc de la colline, avant l'aube, sans explication. Une autre difficulté est apparue lorsque des géologues indépendants ont commencé à se demander si l'événement n'était pas simplement un accident industriel. Certains ont suggéré que le forage n'a pas seulement libéré de la pression, mais a également modifié l'équilibre structurel d'une chambre magmatique plus petite, détournant un flux qui aurait pu migrer vers un autre point de la chaîne volcanique.
Autrement dit, l'intervention a peut-être permis d'éviter une éruption plus importante, au prix d'une explosion souterraine confinée. Cette hypothèse a divisé l'opinion publique. Si cela s'avérait vrai, cela transformerait le récit. Les géologues auraient pu mourir en tentant de contenir quelque chose d'encore plus dévastateur. Et l'entreprise pourrait faire valoir que malgré l'erreur, l'impact a été limité. Mais il y avait un problème. Il n'existait pas de données complètes pour confirmer cette théorie, car une partie importante des enregistrements sismiques de 1985 avait disparu. Au fur et à mesure de l'avancement des investigations techniques, Sophie a reçu un autre document anonyme. Il s'agissait d'un échange de messages internes entre des cadres de Montclar, daté d'une semaine après la disparition. Une phrase a retenu mon attention. « Maîtriser le discours est essentiel pour éviter la panique face à une réactivation volcanique. » Réactivation. Ce mot n'avait jamais été utilisé publiquement auparavant. Cela a ouvert un nouveau front dans le débat. Le gouvernement a-t-il dissimulé des informations pour éviter un impact économique sur la région? Hôtels, tourisme, agriculture, tout pourrait être affecté par les rumeurs d'activités volcaniques actives. Le conflit n'est plus seulement un conflit d'entreprise. L'affaire a impliqué l'État, la science et la confiance du public. Une autre piste a émergé lorsque des experts médico-légaux ont analysé la position exacte des corps grâce à une modélisation tridimensionnelle. Ils ont découvert qu'ils se trouvaient derrière un ensemble d'instruments fixés au sol, comme s'ils protégeaient le matériel, ou tentaient d'enregistrer le plus de choses possible jusqu'à la toute dernière seconde. Cela a renforcé l'image de scientifiques conscients du risque et qui ont agi jusqu'au bout. Mais la pression du temps commençait à s'accentuer. Le parquet a fixé un délai pour décider d'engager ou non des poursuites formelles contre les dirigeants de l'ancienne société Montclar. Ce délai était subordonné à la publication d'un rapport géologique définitif. Si l'événement était classé comme un phénomène naturel imprévisible, l'affaire pourrait être close. Si l'accident était jugé avoir été causé par une négligence humaine, cela créerait un précédent juridique sans précédent en France. Les médias internationaux ont commencé à suivre l'affaire. Des équipes de programmes documentaires étrangers se sont rendues en Auvergne. L'affaire a alors cessé d'être régionale. Et puis, au milieu de cette avalanche d'analyses, une nouvelle découverte a émergé dans la cavité où les corps avaient été retrouvés. Sur une partie du mur solidifié, on observait des marques linéaires superficielles. N'étaient-elles pas naturelles? Elles ressemblaient à des rayures faites avec un instrument en métal. Comme si quelqu'un avait essayé de creuser la roche encore malléable. Si cela était confirmé, cela indiquerait qu'il y a eu un décalage entre la remontée initiale du magma et le scellement complet. Minutes, peut-être moins, mais suffisamment de temps pour une action délibérée. Cette découverte a modifié le récit émotionnel de l'affaire. Il n'était pas simplement victimes d'un événement soudain. Ils se sont probablement battus. Ils ont peut-être essayé de se ménager une issue. Ils ont peut-être compris qu'ils se trouvaient à l'intérieur d'un système qui se refermait sur eux. Et cela a soulevé une question encore plus troublante. S'il y avait eu une tentative de fouille, pourquoi étaient-ils agenouillés et alignés alors que la lave les a finalement engloutis? Quelque chose s'est produit dans les dernières secondes. Quelque chose qui n'avait pas encore été révélé, et le délai imparti au procureur était sur le point d'expirer. Le rapport géologique final était sur le point d'être achevé lorsqu'un événement inattendu s'est produit. Sophie a reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil était hésitante, mais déterminée. J'étais là ce soir-là. L'homme avait donné rendez-vous dans un village isolé d'Auvergne. Il s'appelait Marc Lavigne. En 1985, il était jeune ingénieur, embauché par Montclar Énergie pour superviser des forages expérimentaux. Il ne s'était jamais exprimé publiquement auparavant. Pendant 12 ans, il est resté silencieux par peur de perdre sa carrière et par culpabilité. Assis en face de Sophie, il révéla ce qui allait complètement changer le cours de l'enquête. Le forage autorisé n'était pas superficiel, c'était profond.
bien plus profond que ne le laissaient entendre les rapports officiels. D'après Marc, l'après-midi de la disparition, le trépan a heurté une cavité sous pression inattendue. Les capteurs ont enregistré une brusque montée de température et un dégagement de gaz. L'équipe technique a immédiatement conseillé d'arrêter le forage. Mais l'ordre de la centrale électrique était clair, avancez encore de 3 mètres. Nous devons confirmer l'étendue. Au fur et à mesure que la perceuse avançait, un violent recul se fit sentir. Des vibrations intenses. L'équipement faillit se bloquer. Marc a rapporté qu'à ce moment-là, Alain Moreau est monté sur la plateforme de forage et a exigé un arrêt immédiat. Il y a eu une confrontation. Pas des cris, mais de la tension. Moreau a déclaré qu'ils avaient perforé une chambre magmatique instable. S'il continuait, il pourrait provoquer une décompression rapide. La centrale électrique a demandé des données concrètes. Moreau a décidé de rester sur place pour surveiller personnellement les capteurs thermiques. C'était la dernière fois que Marc le voyait. D'après lui, après la première secousse plus forte, l'équipe technique a reçu l'ordre urgent de se replier avec les engins. Ils ont dévalé la pente en toute hâte. Mais les 3 géologues sont restés, non pas parce qu'ils y ont été contraints, parce qu'ils ont choisi de rester. Marc a révélé quelque chose qui n'avait jamais été documenté nulle part. Il y avait une vanne de confinement dans le puits de forage, un mécanisme d'urgence capable de sceller le puits en cas de détection d'une pression extrême. Mais pour l'activer manuellement, quelqu'un devait se trouver à proximité du point de contrôle. Et le panneau de commande était situé à proximité de la principale fissure thermique. Autrement dit, dans la zone à risque le plus élevé. Marc pensait que Moreau comprenait que si le puits n'était pas immédiatement scellé, la coulée de magma pourrait remonter avec une force suffisante pour ouvrir de multiples fissures dans la colline. Il ne s'agira peut-être pas d'une éruption majeure, mais cela pourrait provoquer des glissements de terrain, libérer des gaz toxiques et affecter les villages voisins. Ils ont décidé d'essayer de le contenir. Cela expliquait la position des corps. La modélisation tridimensionnelle a indiqué qu'ils étaient alignés derrière l'ensemble des instruments fixés au sol. D'après Marc, cet endroit correspondait précisément à l'emplacement de la commande manuelle de la vanne. Ils se sont agenouillés, car le panneau était installé près du sol. Ils essayaient d'activer le système. L'enregistrement audio récupéré était désormais compréhensible. Éteignez-le maintenant. Il ne s'agissait pas simplement de désactiver des capteurs. Il était temps d'arrêter le forage. Peut-être essayer de boucher le puits. Mais un problème technique fatal est survenu. Le clapet anti-retour n'avait pas été conçu pour une pression aussi élevée. En cas de décompression brutale, il pouvait se bloquer partiellement. Si cela s'était produit, la tentative de confinement aurait pu engendrer un effet encore plus dangereux, un blocage incomplet canalisant le magma dans une cavité latérale, l'endroit précis où les corps ont été retrouvés. Cela expliquait l'éruption localisée. Cela expliquait l'absence de cratères externes. Il expliqua la formation de la chambre étanche. Mais ce n'était pas tout. Marc remit à Sophie une copie d'un rapport interne inédit. Dans ce document, les techniciens admettaient que le système de confinement avait révélé un défaut de structure lors de tests précédents. Il était recommandé de le renforcer avant toute utilisation à haute pression. Le renforcement n'a jamais été mis en œuvre. En raison de problèmes de coût et de planification, si cette information était officiellement confirmée, cela montrerait clairement que le risque était connu et ignoré. Le tournant n'a pas seulement été la révélation du forage en profondeur. C'était là l'intention ultime des géologues. Ils n'essayaient pas de s'échapper, ils essayaient d'empêcher quelque chose de plus grave, et peut-être ont-ils réussi en partie. Mais le moment le plus inattendu restait à venir. Marc fit une dernière révélation. Après le retrait de l'équipe technique cette nuit-là, les capteurs de la base ont enregistré un deuxième pic de chaleur, beaucoup plus intense que le premier. Si la vanne n'avait pas été activée, selon lui, le flux aurait pu migrer par des fissures secondaires le long de la pente, libérant potentiellement des gaz mortels dans les zones habitées. L'événement est resté circonscrit à la cavité forée. Autrement dit, cette tragédie pourrait être le prix à payer pour les mesures de confinement d'urgence. Sophie a pris conscience de l'ampleur de cette révélation.
Si cela était prouvé, il ne s'agirait plus d'une simple négligence de la part de l'entreprise. Ce serait alors une histoire de sacrifice scientifique face à l'erreur humaine. Mais il restait une dernière pièce. Le parquet a officiellement reçu le témoignage de Marc. Le rapport final a été révisé à la lumière de ces nouveaux éléments. La composition chimique de la lave, les traces métalliques, la forme de la valve, l'enregistrement audio récupéré, tout convergeait vers un scénario hybride. Erreur de perçage, panne technique, tentative de confinement, explosion confinée. Le rapport final concluait que l'événement avait été provoqué par une intervention mécanique dans un système thermiquement instable, aggravé par une défaillance structurelle du mécanisme de confinement. C'était une confirmation. Mais la décision de justice était toujours en suspens, et la révélation que les géologues avaient peut-être sauvé des communautés voisines a complètement changé la dimension morale de l'affaire. L'histoire ne se résumait plus à une simple disparition. C'est devenu une question de choix et le sacrifice. Cependant, une question troublante demeurait. Si la vanne était partiellement activée, pourquoi y avait-il des marques indiquant une tentative de fouille sur le mur opposé au panneau? Cela laissait supposer que, dans les dernières secondes, ils avaient compris qu'il n'y avait aucune issue. Et ils ont essayé d'en ouvrir un autre. Le point de bascule avait été atteint. La France devait désormais décider. S'agissait-il d'une négligence criminelle? S'agissait-il d'une erreur tragique suivie d'un acte d'héroïsme? Ou les deux? La publication du nouveau rapport n'est pas passée inaperçue. Lorsque le parquet régional a officiellement présenté ses conclusions, un événement provoqué par une intervention mécanique dans un système thermiquement instable, le pays tout entier a réagi. Il ne s'agissait plus d'une hypothèse journalistique, mais d'un document technique étayé par des experts indépendants. L'ancienne société Monclar Energies, désormais absorbée par un conglomérat énergétique européen, a convoqué une conférence de presse d'urgence. Les dirigeants ont évoqué des erreurs techniques conformes aux normes de l'époque et ont insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune intention de mettre des vies en danger. Mais le récit avait déjà changé. La presse ne parlait plus seulement de disparition. Il parlait de forage en profondeur. Il parlait d'une vanne défectueuse. Il parlait de la prise de décision en entreprise sous la pression des délais. Et il a évoqué le sacrifice possible des 3 géologues. Les familles ont réagi de différentes manières. Claire Renaud, la sœur de Camille, a déclaré devant la caméra que sa sœur n'est pas morte par imprudence, mais par responsabilité. Elle a exigé une reconnaissance publique officielle des mesures de confinement d'urgence. La famille d'Étienne Valois a intenté une action civile pour négligence technique. Elle a fait valoir que l'héroïsme ne pouvait justifier un défaut de construction connu. Les proches d'Alain Moreau, quant à eux, réclamaient autre chose, la réhabilitation scientifique de son nom. Ils souhaitaient que son dernier rapport, ignoré en 1985, soit officiellement publié et intégré au cursus universitaire. Parallèlement, des experts internationaux ont entrepris d'analyser l'affaire comme un précédent technique. Des instituts de recherche en volcanologie ont examiné les protocoles de forage géothermique. Le débat s'est déplacé du domaine juridique vers le domaine scientifique international. Lors de conférences, on a commencé à citer le cas de l'Auvergne comme exemple de risque sous-estimé dans des systèmes considérés comme éteints. Mais l'impact le plus profond s'est produit dans la région elle-même. Sur le talus de l'ancien site de forage, un panneau de fortune est apparu aux premières heures du matin. Il n'y avait aucune inscription. Ils sont restés. La phrase est devenue virale. Les chaînes de télévision ont diffusé des images de ce panneau minimaliste se détachant sur le fond vert de l'Auvergne. La phrase résumait tout. Ils sont restés, pendant que les techniciens se retiraient. Pendant que l'entreprise évaluait les données, à mesure que le risque augmentait, ils sont restés pour tenter de le contenir. Sous la pression, le gouvernement régional a annoncé la création d'une commission chargée de réexaminer tous les contrats d'exploration géothermique de la région. Les projets ont été temporairement suspendus. Les investisseurs ont réagi négativement, ce qui s'est traduit par une baisse du marché boursier.
Mais les répercussions n'étaient pas seulement économiques. C'était symbolique. Sophie Delatour est devenue une figure centrale du débat public. Invitée à des émissions nationales, elle a maintenu une position ferme. Il fallait reconnaître toute la vérité, y compris les aspects dérangeants. Elle a clairement indiqué que le sacrifice des géologues n'avait pas effacé l'erreur initiale, et que l'erreur initiale aurait pu être évitée. En réponse à la pression publique et à de nouveaux témoignages, le parquet a annoncé l'ouverture d'une procédure pour négligence technique aggravée contre les anciens directeurs responsables de l'autorisation du forage prématuré. Ce n'était pas un homicide volontaire, mais ce n'était pas non plus un accident inévitable. C'était une responsabilité de l'entreprise. En interne, le conglomérat énergétique a lancé un audit indépendant. Des documents supplémentaires ont été mis au jour. Il s'est avéré que la recommandation de renforcement structurel de la vanne avait été classée comme non prioritaire lors d'une réunion tenue plusieurs mois avant son envoi. Ce détail a fragilisé la défense publique de l'entreprise. Dans le même temps, la communauté scientifique a officiellement reconnu le rapport final d'Alain Moreau comme une étude pionnière sur la décompression induite. L'université où il enseignait a annoncé la création d'une bourse annuelle à son nom pour la recherche en sécurité géothermique. Mais toutes les conséquences n'étaient pas prévisibles. Un groupe d'habitants du quartier a commencé à se demander si les mesures de confinement avaient réellement empêché quelque chose de pire, ou si cette hypothèse n'était qu'un récit rassurant construit après coup. Des géologues indépendants étaient partagés. Certains estimaient que la coulée magmatique n'aurait probablement pas atteint les zones habitées. D'autres, en revanche, affirmaient que le risque était réel. L'incertitude scientifique a entretenu le débat. Puis vint la révélation finale du rapport complémentaire. L'analyse détaillée de la cavité a indiqué que la vanne était en réalité partiellement activée. La déformation métallique observée dans la roche solidifiée correspondait au blocage du mécanisme interne sous une pression extrême. Cela a confirmé une véritable tentative de confinement, mais cela a aussi révélé quelque chose d'inquiétant. La défaillance structurelle n'a pas été causée par l'usure naturelle. Le composant défectueux avait été fabriqué avec un alliage métallique de qualité inférieure aux spécifications de conception d'origine. Remplacement du matériel, réduction des coûts. Ce détail a élargi le champ d'application de l'affaire. Ce n'était pas une décision prise à la hâte. Il s'agissait d'une série de décisions économiques qui ont abouti à une vulnérabilité technique. L'opinion publique a réagi avec une indignation renouvelée. Le processus judiciaire a pris de l'ampleur. Parallèlement, des documentaires ont commencé à être produits. L'histoire des géologues de lave est devenue un sujet d'actualité nationale. Les écoles de la région ont commencé à enseigner ce cas comme exemple d'éthique scientifique et de responsabilité industrielle. Et Sophie a reçu une reconnaissance internationale pour ses recherches. Mais au milieu de ce déluge d'hommages et d'accusations, quelque chose demeurait troublant. Traces de tentatives de fouilles sur le mur opposé au panneau. Des analyses plus détaillées ont indiqué qu'elles avaient été effectuées après l'activation de la valve. Autrement dit, ils ont d'abord essayé de le contenir. Ils se sont alors rendus compte qu'ils étaient piégés. La séquence émotionnelle est devenue claire. Tentative de sauvegarde, échec partiel, conscience du confinement, tentative d'évasion, et puis le scellement final. Les conséquences s'étendaient désormais bien au-delà du tribunal. Le pays devait faire face aux souvenirs de 3 scientifiques qui, dans leurs derniers instants, avaient été confrontés au poids d'une décision irréversible. L'histoire ne se résumait plus à une simple question de technique, elle devenait humaine. Mais le dénouement juridique restait à venir, et une dernière révélation pourrait transformer cette affaire en quelque chose d'encore plus important qu'une simple action en négligence. La procédure judiciaire débuta l'hiver suivant à Clermont-Ferrand. L'affaire n'était plus seulement technique, elle était devenue symbolique. Elle incarnait le conflit entre la science responsable et les ambitions des entreprises.
Mais paradoxalement, la croissance la plus importante ne s'est pas produite dans les tribunaux. La transformation a commencé avec le peuple. Sophie de la Tour, qui avait entamé l'enquête par simple curiosité journalistique, s'est retrouvée confrontée à une réalité bien plus vaste. Après avoir examiné pour la énième fois les documents, les enregistrements audio et les rapports d'experts, elle a compris que l'affaire ne se résumait pas à une question de culpabilité, mais à une question de responsabilité collective. Elle a décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de publier uniquement des rapports fragmentaires, il a commencé à structurer un dossier complet et public, contenant tous les documents disponibles, rapports techniques, défaillances de vannes, enregistrements récupérés, décisions administratives. Transparence totale. Cela a accru la pression sur les autorités, mais a aussi rehaussé le niveau du débat. Des experts ont commencé à collaborer bénévolement, en examinant les données et en proposant des analyses indépendantes. À l'université, l'héritage d'Alain Moreau a commencé à être sérieusement réexaminé. Ses anciens carnets ont été numérisés. Des extraits de ses recherches ont commencé à être intégrés au cours d'évaluation des risques géologiques. La croissance y était institutionnelle. La science a tiré des leçons de ses propres échecs. Claire Renaud a elle aussi changé. Au départ, son combat était motivé par l'indignation. Désormais, elle organise des conférences dans les écoles de la région, où elle aborde les thèmes de l'éthique scientifique, de la responsabilité et du courage. Elle répétait sans cesse une phrase qui s'est largement répandue: « Le courage n'est pas l'absence d'erreur. C'est reconnaître son erreur avant qu'elle ne détruise tout. » Parallèlement, le secteur énergétique français était confronté à une nouvelle réalité. Les protocoles de sécurité ont été mis à jour. Le forage en zone volcanique exigeait désormais une modélisation tridimensionnelle avancée et une validation externe obligatoire. Le cas de l'Auvergne est devenu une étude incontournable. Mais la croissance la plus discrète s'est produite au sein même de la région. Pendant des années, le Puy-de-Dôme n'était qu'une attraction touristique et une image de carte postale. Après la catastrophe, il est aussi devenu un lieu de mémoire. Un sentier a été officiellement rebaptisé en l'honneur des 3 géologues. Le long du parcours, des panneaux discrets expliquaient les concepts de base de l'activité volcanique, les risques géothermiques et les considérations éthiques liées au travail sur le terrain. L'environnement n'est plus seulement un décor, c'est devenu une partie active de la mémoire. Au fil du procès, des témoignages d'experts ont démontré que le remplacement de l'alliage métallique de la vanne avait fragilisé sa structure. La défense a tenté de faire valoir que, même avec le matériau d'origine, la pression aurait pu dépasser la limite admissible. Mais l'accusation s'est concentrée sur un autre point. Le risque était connu, un renforcement a été recommandé, le remplacement a été autorisé, le forage a été avancé. Une série de choix. Ce n'est pas une coïncidence. Toutefois, le tribunal a également reconnu officiellement la tentative de confinement effectuée par les géologues. Cette dualité a commencé à transformer le discours public. Ils n'étaient pas que des victimes. C'étaient des professionnels qui subissaient les conséquences des décisions d'autrui et qui ont pourtant choisi d'agir. Sophie, présente à chaque audience, s'est rendu compte que la véritable évolution de l'histoire ne résidait pas dans la condamnation future, mais dans le changement culturel déjà en cours. Les entreprises ont commencé à intégrer des scientifiques indépendants à leur conseil technique permanent. Les universités ont renforcé l'enseignement des cours d'éthique appliquée. Les organismes de réglementation ont commencé à exiger la publication des rapports de risque. Cette affaire a créé un précédent. Mais il restait encore un point à aborder, la dernière dimension émotionnelle. Au cours d'une séance du procès, une reconstruction tridimensionnelle complète des dernières minutes à l'intérieur de la cavité a été présentée pour la première fois. La simulation a montré, tout d'abord, activer la vanne, puis une défaillance partielle, augmentation de la température, tentative d'excavation latérale, effondrement thermique, scellage. Le silence absolu régnait dans la pièce. Là-bas, l'héroïsme cinématographique n'existait pas. Un calcul technique était nécessaire. Décision rapide.
et c'est une conséquence inévitable. Après l'audience, Sophie est retournée sur les lieux, à flanc de colline. Un vent froid balayait le paysage verdoyant de l'Auvergne. Tout semblait trop paisible pour ce qui s'y était passé 12 ans auparavant. Elle réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas envisagé auparavant. La nature n'en avait aucune intention. La montagne n'était pas la méchante. Ses erreurs étaient des erreurs humaines. Mais la tentative de la contenir était elle aussi humaine. L'évolution de cette affaire ne se résumait pas à démasquer les coupables. J'apprenais et éviter les répétitions. Alors que le tribunal approchait de son verdict, une dernière analyse technique a été demandée, une estimation probabiliste de ce qui se serait passé si la vanne n'avait pas été activée. Les résultats ont indiqué un risque modéré de fissures secondaires multiples, avec un risque potentiel de dégagement de gaz toxiques dans les zones rurales avoisinantes. Rien ne garantissait une catastrophe majeure, mais c'était une réelle possibilité. Cette conclusion a permis de consolider la dimension finale de l'affaire. Erreur d'entreprise, panne technique, tentative de confinement, un sacrifice conscient face au risque. Le pays était désormais au bord d'un point culminant sur les plans judiciaires et moral, et le verdict pourrait transformer cette histoire tragique en quelque chose d'encore plus surprenant. Le procès entrait dans sa phase finale, sous le regard attentif de tout le pays. Les chaînes de télévision diffusaient des résumés quotidiens. Des experts commentaient chaque argument technique comme s'il s'agissait d'une finale de championnat. Mais derrière les formalités légales, les tensions grandissaient. L'accusation a présenté ses conclusions finales, une série de décisions commerciales, anticiper le forage, remplacer les pièces des vannes, ignorer les avertissements techniques, a créé les conditions d'un événement induit. Il ne s'agissait pas d'un cas de force majeure, mais d'un risque assumé. La défense, de son côté, a modifié sa stratégie. Elle a cessé de nier le forage en profondeur et a commencé à faire valoir que la tentative de contenir les géologues démontrait que le risque n'était pas pleinement appréhendé, même par eux. Si des scientifiques expérimentés restèrent sur place, cela indiquerait que la gravité de la situation n'était pas évidente. L'accusation a rétorqué précisément. Ils sont restés parce qu'ils savaient. Cette phrase a fait écho en moi. Parallèlement, en coulisses, le gouvernement subissait des pressions silencieuses. La révélation que d'anciens procès-verbaux mentionnaient une réactivation volcanique a soulevé des questions quant à une possible dissimulation d'informations afin d'éviter des répercussions économiques. Les ministres ont été convoqués pour être interrogés. L'histoire était sur le point de transcender le domaine technique et d'atteindre une dimension politique. Sophie Delatour a obtenu un dernier document remis sous ordonnance du tribunal. Le compte-rendu complet de la réunion interne de Monclar, 3 semaines avant l'expédition finale. Il contenait une simulation de risque. Le modèle indiquait une faible probabilité d'éruption en surface, mais soulignait la possibilité d'un événement thermique localisé de haute énergie si le forage atteignait une chambre sous pression. La décision enregistrée était « probabilité acceptable dans la marge opérationnelle ». Cette phrase allait devenir centrale dans la conclusion du processus. Marge opérationnelle. 3 vies se trouvaient sur ce rivage. Pendant la préparation du jugement, l'Auvergne était plongée dans une atmosphère quasi solennelle. Le chemin du souvenir accueillait quotidiennement des visiteurs. Des excursions pédagogiques étaient organisées dans les écoles. La phrase « ils sont restés » figurait déjà sur des fresques murales, dans des articles universitaires et même lors de débats parlementaires. Mais une dernière pièce a fait son apparition dans les derniers jours. L'équipe médico-légale a procédé à une analyse définitive des traces d'excavation sur la paroi de la cavité. La configuration des traces indiquait une tentative coordonnée des 3 individus, et non des actes isolés de désespoir. Cela signifiait que même après la défaillance de la vanne, ils ont maintenu leur organisation. Il n'y a pas eu de panique chaotique. Des mesures ont été prises jusqu'à la toute dernière seconde. Cette conclusion a profondément modifié l'impact émotionnel de l'affaire.
Le discours public ne se limitait plus aux erreurs et à la négligence. Il s'agissait de faire un choix conscient face aux risques. Devant le tribunal, l'accusation a présenté la reconstitution finale intégrant toutes les données. Profondeur de forage réelle, défaillance structurelle de la vanne remplacée, activation manuelle, décompression confinée, tentative d'évasion finale. Chaque élément s'emboîtait parfaitement. La défense a tenté de faire valoir que les décisions techniques devaient être évaluées dans le contexte de l'époque et des technologies disponibles à ce moment-là. Mais l'accusation a présenté le mémorandum sur le renforcement structurel qui avait été ignoré. La technologie existait, la recommandation existait. Il était encore temps de le corriger. Le choix a été de ne pas le mettre en œuvre. Devant le palais de justice, une foule s'était rassemblée le jour du verdict. Les caméras étaient en place. Les journalistes restaient silencieux, tendus. Sophie observait tout avec un mélange d'épuisement et de lucidité. Elle savait que ce qui s'y passait définirait non seulement les responsabilités, mais aussi la mémoire collective. Si la décision était indulgente, elle pourrait signaler une tolérance à l'égard de la prise de risque en entreprise. Si elle était sévère, elle créerait un précédent historique. Mais quelque chose d'encore plus surprenant était en train de se produire. Quelques heures avant le prononcé du verdict, le conglomérat énergétique a annoncé une proposition publique sans précédent, la création d'un fonds national permanent pour la recherche sur la sécurité géothermique et la surveillance indépendante des systèmes volcaniques, financé par l'entreprise elle-même. Il ne s'agissait pas d'un aveu formel de culpabilité, mais c'était une décision stratégique face à l'inévitabilité. Le pays attendait. Les tensions étaient vives. Le point culminant ne serait pas simplement légal, ce serait moral. Et lorsque le juge entra enfin dans la pièce, le silence fut absolu. Le juge a mis près de 2 heures pour lire la sentence en entier. Chaque mot était pesé. Chaque phrase semblait peser 1 tonne. Le tribunal a formellement reconnu que l'événement de 1985 était induit par une intervention mécanique autorisée dans des conditions d'évaluation des risques inadéquates. Le remplacement de l'alliage métallique de la vanne a été considéré comme une défaillance technique grave. Le forage prématuré a été considéré comme une négligence opérationnelle. Les anciens directeurs responsables ont été reconnus coupables de négligence technique aggravée. Il n'y a pas eu de condamnation pénale, assortie d'une peine d'emprisonnement. Les délais légaux de l'époque limitaient les sanctions. Mais il y a eu une condamnation civile historique, des amendes de plusieurs millions de dollars et une mise en cause formelle inscrite dans les annales judiciaires françaises. Et puis vint la partie inattendue. Le tribunal a inclus une reconnaissance explicite dans le texte officiel de la sentence. Il a été prouvé que les géologues Alain Moreau, Camille Renaud et Étienne Valois ont tenté d'activer un mécanisme de confinement afin d'atténuer la propagation potentielle de l'événement thermique en prenant des risques personnels importants. C'était bien plus qu'une simple reconnaissance technique. C'était une déclaration historique. Le juge a statué que leur nom devait être inscrit sur un mémorial scientifique national dédié à la sécurité géologique. La salle resta silencieuse pendant quelques secondes, puis des applaudissements discrets se firent entendre à l'extérieur de la salle d'audience. Mais le véritable moment viral restait à venir. Quelques minutes après le verdict, la presse a officiellement publié la simulation probabiliste finale jointe au dossier. Elle a indiqué que, sans activation de la vanne, il existait un risque réel de multiples fissures secondaires libérant des gaz toxiques susceptibles d'atteindre des zones rurales habitées. Rien ne garantissait une catastrophe majeure. Mais c'était un risque réel. L'histoire a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ils sont restés pour sauver d'autres personnes. Ils ne se sont pas enfuis. Ils savaient et ils sont restés. L'expression qui circulait déjà dans la région a acquis une notoriété nationale, puis internationale. Des documentaires étrangers ont commencé à être produits sur cette affaire. Les universités ont cité cette décision comme un précédent juridique.
L'histoire a été traduite en plusieurs langues en quelques jours seulement, mais il y eut une dernière révélation, presque oubliée dans le flot incessant de gros titres. Une analyse thermique détaillée de la cavité a montré que l'intervalle entre l'activation de la vanne et l'étanchéité complète était d'environ 93 secondes. 93 secondes. Assez de temps pour comprendre, assez de temps pour tenter de s'échapper, assez de temps pour choisir de rester et d'agir. Cette information a transformé la perception du public. Ce n'était pas une mort instantanée. Sans surprise, il n'y a eu aucune réaction. C'était une décision consciente, prise sous l'effet d'un compte à rebours invisible. Sophie Delatour a publié son dernier reportage ce soir-là. Ce n'était pas un reportage d'enquête, mais un récit. Elle a décrit la séquence finale reconstituée, les vibrations croissantes. Le panneau de commande manuelle est situé près du sol. Activation de la vanne. Ce bruit inhabituel indique une panne partielle. La perception du confinement. La tentative de fouille coordonnée. La chaleur monte. Et enfin, la fermeture. Elle a conclu par une phrase simple, ils n'ont pas disparu, ils ont été réduits au silence par une erreur, et leur mémoire perpétuée par un choix. L'information est devenue virale en quelques heures. Les hashtags ont envahi les réseaux sociaux. Les écoles ont partagé des extraits, des scientifiques ont rédigé des articles d'opinion. Cette affaire n'est plus seulement un processus juridique, c'est devenu un symbole. Mais le dénouement final ne s'est pas déroulé dans une salle d'audience, ni sur Internet. J'étais sur les pentes tranquilles de l'Auvergne. Quelques semaines plus tard, le mémorial aux 3 géologues fut inauguré. Point de statues imposantes, juste une structure discrète en verre et en métal surplombant l'ancien site de forage. À l'intérieur, les derniers mots récupérés de l'enregistrement audio ont été enregistrés. Éteignez-le maintenant. Et ci-dessous, ils sont restés. Le vent balayait le paysage verdoyant comme toujours. La montagne demeurait silencieuse, mais l'histoire n'était plus enfouie sous la lave. Elle était vivante, et c'était devenu plus important que la disparition elle-même. Dans les mois qui ont suivi le procès, l'affaire a cessé de faire la une des journaux quotidiens, mais elle n'a jamais quitté le débat public. Le Fonds national pour la recherche sur la sécurité géothermique a été officiellement créé, doté d'une gestion indépendante et soumis à des audits publics obligatoires. Les universités ont commencé à collaborer directement avec les organismes de réglementation. Les protocoles ont été révisés et les normes techniques mises à jour. L'impact a été structurel, mais l'impact humain fut plus profond. L'histoire des 3 géologues en est venue à être enseignée non pas comme une tragédie isolée, mais comme une étude de la responsabilité en chaîne. Décisions économiques, échecs techniques, risques sous-estimés, et finalement, action consciente face aux conséquences. Alain Moreau n'est plus seulement le professeur réservé qui a mystérieusement disparu. Son dernier rapport, longtemps ignoré, est devenu une référence académique. Son nom apparaît désormais dans les publications scientifiques modernes consacrées au forage en zone volcanique. Camille Renaud est devenu l'emblème d'une génération de scientifiques qui prônent l'innovation avec prudence. La bourse créée en son honneur a financé des recherches axées sur la modélisation préventive des risques thermiques. Étienne Valois, que l'on ne connaissait auparavant que comme entraîneur de terrain, en est venu à représenter le lien essentiel entre la théorie et la pratique, le professionnel qui exécute des décisions techniques sous une pression réelle. En Auvergne, le mémorial est devenu une attraction touristique régulière, non pas pour du tourisme morbide, mais pour la réflexion. Des écoles y emmènent leurs élèves afin de débattre d'éthique scientifique face à ce paysage paisible qui, des années auparavant, dissimulait une pression invisible sous la terre. Le silence de la montagne était désormais chargé de sens. L'ancienne Monclar Énergie ne s'est jamais pleinement remise de sa réputation. Le conglomérat qui l'a absorbé a entrepris une restructuration interne, créant des comités permanents et indépendants d'évaluation des risques. Le choix de remplacer certains matériaux pour réduire les coûts
est devenu un exemple classique de la façon dont de petites décisions techniques peuvent engendrer des conséquences irréversibles. Sous la pression internationale, le gouvernement a revu sa politique de transparence concernant les risques environnementaux. Les documents techniques sont désormais plus fréquemment rendus publics. La rétention d'informations à des fins de contrôle du récit est devenue une pratique politiquement intenable. Mais la conclusion la plus frappante ne concernait pas les institutions. Cela faisait partie de la perception collective. La société a compris que le progrès technologique n'est pas seulement un progrès, mais aussi une responsabilité à la hauteur de son impact potentiel. Cette affaire a démontré que les tragédies résultent rarement d'une erreur isolée. Elles découlent de petites séquences d'événements, justifiables individuellement, mais dangereuses lorsqu'elles sont combinées. Et cela a révélé quelque chose d'encore plus puissant. Même en présence d'une faille structurelle, les individus peuvent choisir d'agir consciemment. Les 3 géologues n'ont pas initié la chaîne de failles, mais ils ont été les derniers à la découvrir. La décision de rester pendant 93 secondes a redéfini le cours de l'histoire. Il ne s'agissait pas simplement d'une disparition, ce fut une transformation. La chaîne de montagnes d'Auvergne demeure là, verte et silencieuse. En dessous, la cavité scellée reste intacte, comme une capsule temporelle. Mais surtout, le souvenir n'est plus enfoui. Il est intégré à l'avenir. L'histoire qui avait commencé par une disparition s'est terminée comme un avertissement et comme un héritage. Des années plus tard, des capteurs modernes surveillent discrètement le flanc de la colline en Auvergne. Aucune anomalie significative n'a été enregistrée depuis. Le mémorial demeure simple, exposé au vent et aux saisons. Les visiteurs déposent de petits cailloux près de l'inscription, un geste discret de respect. La science a progressé, les protocoles ont changé, les entreprises ont tiré des leçons. Mais la leçon la plus durable ne se trouve pas dans les rapports techniques. C'est un choix qui se fait en 93 secondes. Sous terre, la cavité reste scellée. Avant tout, il convient de rappeler que le progrès sans responsabilité est risqué et que le courage se manifeste parfois quand personne ne regarde. Cette histoire ne se limite pas à 3 géologues en Auvergne. Elle parle de décisions invisibles, de risques silencieux et de choix faits en quelques secondes dont les répercussions se font sentir pendant des décennies. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec une personne qui valorise la science, la responsabilité et le courage. Il est essentiel de se souvenir de ces histoires, car elles façonnent l'avenir. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Auriez-vous préféré rester? Et si vous souhaitez voir d'autres histoires intenses, authentiques et surprenantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. L'histoire qui suit pourrait bien changer votre vision du monde.